Là aujourd'hui, ça révèle complètement l'incohérence totale du projet de bassine, dans le sens où on cultive du maïs dans la zone la plus basse, dans la zone qui potentiellement devrait être haute pour constituer des réserves d'eau. Aujourd'hui, avec une rivière qui coule à fond les ballons comme ça et une crue qui est en train de partir à vitesse grand V, si c'est encore inondé, c'est parce qu'il continue à pleuvoir. Si on repasse dans 3 jours et qu'il n'y a pas une nouvelle pluie, ces parcelles elles seront à nouveau à sec. Et donc clairement, aujourd'hui, ce sont les mêmes maïsiculteurs, promoteurs des bassines, qui pèsent de tout leur poids auprès des services de l'État pour qu'on fasse la vidange du marais à vitesse grand V. Et cette année, il s'est passé un truc exceptionnel, c'est qu'ils n'ont pas pu récolter le maïs dans la zone marais au mois d'octobre parce que les terrains étaient trop détrempés. Ils ont attendu, au point où la crue est venue. Et aujourd'hui, truc incroyable, ils sont en train de moissonner des parcelles inondées. Alors, c'est là où c'est dramatique, c'est que quand ils opèrent de la sorte, ils font entrer le marais dans un système, un véritable cercle vicieux, où du fait du tassage des sols, le niveau du sol est plus bas, et pour le coup, les mêmes qui veulent faire les bassines vont réclamer de l'État à ce que l'an prochain, le niveau du marais soit géré encore plus bas pour pas que leur terrain inonde. Les sols tourbeux, ça met des milliers d'années à se constituer, par contre tu les tasses en quelques décennies. Et quand en plus tu viens avec des véhicules de plusieurs tonnes, l'écrabouiller quand elle est complètement humide, alors là en quelques heures, tu fais se tasser les sols de plusieurs centimètres, et de manière irréversible. On a fait un calcul très simple, le marais mouillé, la partie inondable du marais Poitevin fait 30 000 hectares. Si demain, l'État décidait de fermer les barrages et de garder l'eau, dès qu'on gagne 10 cm, on crée 30 millions de mètres cubes de stockage d'eau, naturellement, sans aucun travaux. Sans aucun travaux et sans non plus avoir à étanchéifier des sols, sans avoir à creuser, à faire des cratères sur 5 à 20 hectares, sans avoir à mettre un océan de plastique et sans avoir à piller la nappe phréatique. Le marais mouillé, c'est sa fonction historique. Ça fait 1000 ans que l'homme aménage ce site, justement pour que cette zone-là puisse remplir son rôle de tampon. Si on continue à dénoncer l'escroquerie du ministre de l'Agriculture, des porteurs de projets, de la coopérative de l'eau et de la Chambre d'agriculture, c'est bien parce que on essaie de nous faire croire, avec leur argumentaire pourri, qu'avec tout ce qui tombe sur le bassin versant, on aurait pu remplir les bassines en 16 heures. En fait, malheureusement pour eux, ça n'existe pas. Il n'y a pas de méga entonnoir qui collecterait toute l'eau du ciel pour venir mettre l'eau dans la bassine. C'est pas comme ça que ça marche. Les bassines, elles sont sur les points les plus hauts, et c'est ce qui fait que pour les remplir, il faut aller chercher l'eau dans le sous-sol. Donc, dans le communiqué de presse qu'on vous a laissé, cette demande très claire d'arrêt du maïs dans la zone humide figure dans les propositions concrètes qu'on va porter et qu'on va notamment porter dans le cadre des municipales qui viennent. On va travailler à l'émergence d'un projet de territoire alternatif qui soit réellement compatible avec le réchauffement climatique et la catastrophe qui nous attend si on ne fait rien. Et également, on réclame, et on va continuer de réclamer haut et fort, un règlement d'eau pour la rivière Courance et pour la rivière Mignon. On vient d'aller au méthaniseur de Mosée, parce que notre grosse crainte, c'est qu'on n'arrête pas de voir des camions de maïs en grains partir là-bas. Et on se dit, mais est-ce que le truc, c'est qu'ils ne sont pas en train de faire tourner le méthaniseur avec du maïs grain? Donc on s'est présenté devant le méthaniseur, on a été accueilli par M. Paya, qui est le responsable, qui est le promoteur de ce méthaniseur, qui nous a dit, précision utile, que le maïs qui part là-bas, en fait, il part là-bas pour être séché avant de repartir. Maïs grain, mais non, maïs grain, on passe pas de maïs grain dans le méthaniseur. On se posait un petit peu la question, parce qu'avec le maïs, on est en train d'être récolté en ce moment, dans quel état il était et comment il allait être valorisé. Ben non, le maïs grain, aujourd'hui, on utilise la chaleur de la cogénération. Au lieu de dépenser du gaz pour le sécher, on le sèche chez nous dans les cellules qui sont là-bas et après ils sont réexpédiés. D'accord. Ah oui, voilà. Donc d'où les apports de maïs grain ici. Il est apporté je sais pas comment tu as pu voir du maïs grain. C'est-à-dire que il sécher. Du maïs dans des mecs, ça repart 48 heures. Néanmoins, lors de l'inauguration du bâtiment, il y a un an, on avait vu un tas de maïs en silage de 300 mètres cubes qui était prêt à partir dans le méthaniseur. Et donc la grosse question qu'on était venu poser le jour de l'inauguration, c'est de dire quelle garantie vous pouvez nous apporter que les bassines ne vont pas servir à irriguer des cultures pour ensuite se retrouver dans le méthaniseur.
Je te redis aujourd'hui fermement, et c'est très bien parce que c'est filmé, qu'il n'y a pas d'ensilage de maïs irrigué ici. Nous, la question qu'on a posée ici, c'était là, le maïs qu'on a mis ici, c'était du maïs qu'on a récolté en sec, une fois qu'on avait fini de remplir les silos pour nos vaches, et que tous les collègues de la CUMA avaient tout ce qu'il fallait à manger pour leurs vaches. Du maïs sur la zone inondable. C'est un autre débat. C'était un excédent de maïs. C'est un excédent de maïs. Voilà. On en a détourné une petite partie. Est-ce que c'est la place Sachant que la COP de l'eau, dans un de ses communiqués durant cet été, a bien dit que les bassines pourraient servir à cultiver des cultures à vocation énergétique. Donc il y a une vraie dualité, il y a un double discours. Aujourd'hui, la PAIA nous garantit que lui, il s'engage à ce qu'il n'y ait aucune culture irriguée qui passe dans le... Mais c'est un engagement formel, c'est un engagement qui n'appartient qu'à lui et qui est... puisque dans le protocole, les CUVE, c'est pas spécifié qu'elles ne pourront pas être irriguées. Et que les financeurs n'ont pas mis de cahier des charges pour s'assurer que les méthaniseurs ne tourneront pas avec des cultures irriguées. On va partir d'un a priori positif, PAIA va tenir sa parole, et tant qu'il sera l'actionnaire majoritaire du truc, on peut imaginer qu'il tiendra sa parole. Aucune garantie que sur tous les autres projets de méthaniseurs, comme sur celui de Surgère, ce soit le même cas, puisqu'aujourd'hui les financeurs n'ont rien mis dans les cahiers des charges. Où là on est à la zone de contact entre la plaine et le marais, et où pour le coup, le lac qu'on voit là-bas, c'est clairement la nappe phréatique qui déborde, c'est la nappe phréatique qui affleure. Et on s'aperçoit que ce terrain est orangé. Si ce terrain est orangé, on vous le donne en mille, c'est qu'il a subi un traitement au glyphosate. On voit encore la couleur. On voit encore la couleur. Et les hydrogéologues sont très clairs, c'est ce genre de nappe sur le pourtour du marais, sur les bassins versants, ce genre de flaques résiduelles qui sont l'endroit où la nappe phréatique se recharge de manière la plus efficace. Ça veut dire que sur un terrain comme ça, très clairement, alors que ça devrait recharger l'eau avec une qualité d'eau satisfaisante et compatible avec l'eau potable, on est en train de favoriser l'infiltration directe du glyphosate dans la nappe phréatique. Et malheureusement, sur une des parcelles du président de la COP de l'eau, donc de ceux qui se targuent, qui vont mettre en place des super nouvelles techniques, qui vont aller vers la bio, etc., il vient de passer le glyphosate il y a quelques semaines, et donc tout le glyphosate, il est prêt à ruisseler dans la nappe phréatique. Donc là, on pose bien la question de dire que c'est ça, un véritable modèle agroécologique, d'avoir recours à des pesticides et de les foutre dans la nappe phréatique. On est très très dubitatif, et d'autant plus que là c'est porté par la cheville ouvrière principale, par le président de la COP de l'eau, Boudot lui-même.